j'ai pris le parti de jouer l'exercice, qui est pas facile en fait, et en prenant le parti de me déconnecter de moi-même et de vraiment prendre ce que j'ai compris d'Elon Musk. J'ai eu l'occasion de passer du temps là-bas en Californie. En fait, juste pour que vous compreniez d'où je vous parle, moi j'ai un parcours plutôt d'industriel au départ. J'ai commencé ma carrière comme responsable de fabrication chez PSA, donc voilà, début de carrière assez classique pour un ingénieur. Ensuite, je suis devenu consultant, et donc mon métier, c'est d'être dans les usines tous les jours, parce que j'accompagne des industriels, que ce soit des PME, des ETI, des groupes, dans leur transformation industrielle. J'ai co-créé mon cabinet de conseil qui s'appelle OPO en 2012, avec la volonté justement d'accompagner le tissu industriel, parce qu'on est convaincu que c'est un des leviers importants pour l'économie d'une part, mais aussi pour la transition énergétique, et puis pour l'équilibre entre les territoires, qui est un sujet dont on parle pas forcément énormément, qui est pour nous super important, parce que quand on passe toutes ces journées en fait dans des petites villes de 20-30 000 habitants, on voit tous les problèmes politiques qu'il y a pas seulement en France, mais en Europe, et donc voilà, c'est ça qui nous fait nous lever le matin chez OPO. Et puis à côté de ça, il y a 3 ans, on a aussi créé OSS Venture, qui est un startup studio qui accompagne des startups industrielles dans leur phase de seed. Donc on co-crée des startups avec des fondateurs, et on est un fonds puisqu'on prend 20% de ces startups, les fondateurs en prennent 80%. Et en fait, c'est des SaaS à destination des industriels. Alors pourquoi je vous dis ça? Juste pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai été amené à étudier ce qui se passe chez Tesla, parce qu'en fait, du coup, mes clients, avec le temps, on parlait du Lean tout à l'heure, me demandaient souvent, il y a 5-10 ans, c'est quoi le prochain Toyota? Parce que le Lean, vous savez probablement, ça vient de Toyota, et en fait, ça a inspiré pendant une 30aine d'années tout un tas de modèles industriels. Ça a permis de transformer l'industrie. Et en fait, du coup, avec le digital, comment est-ce qu'on va trouver un nouveau modèle? Et donc, on a eu l'idée d'aller étudier ce qui se passait chez Tesla. Et donc, c'est ça que je vais vous partager maintenant, avec 3 axes. Un premier axe qui est donc, est-ce qu'Elon Musk nous veut du bien? Donc, c'est quoi le bien selon Elon Musk? Ensuite, peut-être les limites du modèle, et vous en avez sûrement aussi en tête qu'on pourra partager. Et puis après, quelques réflexions aussi issues de toutes les discussions qu'il y a eu aujourd'hui, donc qui connectent plus ou moins à ce sujet-là, donc que j'avais envie de partager avec vous, et peut-être une prise de recul aussi par rapport à ça. Alors, on va commencer par le bien selon Elon Musk. Je diviserai ça en 2 sujets. Il y a un premier sujet qui est la décarbonation, et un deuxième sujet qui est l'industrie circulaire. Sur la décarbonation, donc pour lui en tout cas, et pour quand on est là-bas aussi et qu'on discute avec les gens qui bossent chez Tesla ou chez SpaceX, il y a un sujet qui est Tesla, c'est pas une boîte qui fait des voitures, c'est une boîte qui contribue à la transition énergétique. Donc avec toutes les limites que ça, et je parle sous le contrôle de Laurent là qui a parlé de la voiture électrique tout à l'heure. Au-delà du fait que la voiture électrique soit bonne ou pas pour l'environnement, en tout cas il y a cette volonté de transitionner du pétrole vers d'autres sources d'énergie. Et d'ailleurs, quand vous demandez à Elon Musk quel est son principal concurrent, il répond Aramco, c'est-à-dire qu'il se considère comme un fournisseur d'énergie, et donc qui est concurrent de plutôt des groupes pétroliers, parce que pour lui, les ressources sur la planète sont rares, et donc toute son action est tournée autour de ça. C'est-à-dire qu'on va transitionner vers d'autres énergies, voire on va partir sur d'autres planètes, et tout un tas de délires dans lesquels je rentrerai pas. Mais en tout cas, si on est plus concret, c'est quand même un ingénieur, et donc il pense ses business toujours sur ce mode-là de, par exemple, je vais faire une voiture qui va être intelligente pour consommer moins. Avec les données de la voiture, je vais pouvoir potentiellement consommer moins. Je vais penser ce qu'ils appellent des power walls, donc c'est-à-dire de pouvoir faire décentraliser l'énergie, de stocker l'énergie chez les particuliers pour pouvoir justement lisser les pics et les creux dont on parlait tout à l'heure d'énergie, pour partager l'électricité quand il y a des pics entre les consommateurs et pas seulement avec les fournisseurs d'énergie. Dans la ville elle-même, je vais essayer de réduire la pollution en faisant des tunnels sous la ville pour éviter les bouchons. Voilà, donc il y a vraiment cette vision-là de je veux décarboner l'économie. Deuxième sujet, c'est un sujet plus de circularité. Donc je sais pas si est-ce que certains savent ce qu'est ce bateau? Ouais. C'est quoi? Ouais, c'est le récupérateur de la coiffe en fait. Ouais. C'est Mr. Steven. Enfin, c'est devenu Mr. Tree il y a pas longtemps. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, mais donc c'est un bateau qui sert à récupérer la coiffe en fait. Ils n'arrivent pas encore à le faire pour l'instant bien, mais ils arrivent à récupérer les lanceurs. Mais la coiffe qui coûte aussi cher, on n'a pas encore forcément la solution. Donc c'est juste un exemple pour le coup de circularité au sens littéral, hein, c'est-à-dire qu'on récupère les lanceurs et ça permet de relancer des fusées sans forcément reconsommer toute la matière pour fabriquer le lanceur, etc. Donc ça paraît évident. Les technologies qui sont utilisées sont pas forcément des technologies qui n'existaient pas, c'est pas forcément de la high tech, mais par contre, parce que Ariane aurait pu le faire bien avant, simplement il y avait cette idée-là de je veux rendre le business circulaire. Deuxième exemple de circularité, c'est en fait la vision que Elon Musk a de l'automobile. Alors, donc j'ai appris tout à l'heure qu'il y avait 1 milliard de voitures dans le monde. En fait, sa vision, c'est les voitures sont utilisées 1 ou 2% du temps en moyenne. Et en fait, aujourd'hui, il y a l'autopartage et tout un tas de choses qui sont faites, mais on a du mal à faire monter quand même ce taux d'utilisation des voitures. Et en fait, sa croyance,
c'est qu'avec la voiture autonome, on va vraiment passer d'un cran sur le partage de ces outils, cet outil-là du quotidien de mobilité qu'est la voiture, parce que grâce à la voiture autonome, on va résoudre tout un tas de barrières de sous-location entre propriétaires qui vont permettre donc de beaucoup plus monétiser potentiellement entre propriétaires l'utilisation de sa propre voiture. C'est-à-dire que, en gros, j'ai une Tesla, je vais au boulot, je la gare sur le parking de mon entreprise, et pendant la journée, je la loue comme si c'était un loft Airbnb, et en fait, la voiture va chercher un client et fait le rôle de taxi pour d'autres personnes, et donc ça me permet moi de gagner de l'argent en tant que propriétaire de Tesla, et puis ça permet d'éviter aux autres personnes d'acheter des voitures, et donc ça permet de limiter le nombre de voitures. Et donc sa vision, elle va vraiment très loin, parce que du coup, moins de voitures, donc aussi moins de parking, donc aussi moins d'infrastructures, donc des villes différentes, donc voilà, si on pousse le truc plus loin, ça permet de repenser complètement tout un tas de choses. D'autres choses sur un peu plus micro sur la voiture électrique. La voiture électrique, alors on va en reparler tout à l'heure de tous les aspects négatifs de la voiture électrique, mais il y a un aspect quand même qui est positif. Moi qui suis un ancien de PSA, c'est que la voiture électrique, il y a beaucoup moins de composants, même s'il y a des métaux rares, donc ça c'est le côté moins, mais le côté plus, c'est qu'en fait il y a quand même 40% de composants en moins dans une voiture électrique que dans une voiture thermique. Et puis il y a un effort qui est fait quand même si tout n'est pas encore circulaire dans la voiture électrique, pour essayer de commencer à avoir des batteries qui soient recyclables. Donc là, très clairement, on n'y est pas, mais il y a un effort qui est fait là-dessus. Dernier sujet, peut-être sur l'économie circulaire, c'est un sujet qui était évoqué dans une des tables rondes tout à l'heure, c'est que c'est super de faire des super produits qui sont eux-mêmes éco-responsables, sauf que si on ne sait pas les produire en local, on va reperdre dans la chaîne de valeur tout ce qu'on a gagné dans le design. Et donc le fait d'être très intégré, ça permet d'éviter ça. C'est-à-dire que j'ai un design qui est vraiment en mode agile avec le manufacturing, et qui permet en fait d'être sûr que quand je design un produit, je vais pouvoir le fabriquer en local parce que j'ai la capacité, j'ai les technologies qui font que je peux fabriquer ce produit. Et donc, je suis à la fois réactif, je suis intégré. Et ça permet d'éviter des chaînes de valeur qui soient trop dispersées, et donc d'être beaucoup plus compact. Donc d'avoir des usines plutôt de produire en multilocal, c'est avec des usines qui sont proches de leur marché de consommation. Voilà. Donc ça, c'est plutôt le côté positif par rapport à notre sujet du jour, qui est la sobriété. Ensuite, il y a aussi bien sûr des côtés négatifs, donc ça je pense que vous allez m'aider à en trouver, parce qu'en général tout le monde en a. Quand je parle d'Elon Musk, ça suscite toujours tout un tas de passions. Le premier sujet sur Tesla, donc si je passe à la diapo d'après, donc cette voiture-là, vous savez ce que c'est? Ouais, c'est le truc, ouais. Voilà. Donc je passe le côté marketing, machin, tout le buzz qu'il y a eu sur le lancement de la voiture. Ça fait partie du show de la Silicon Valley, mais cette voiture-là, donc elle pèse plus de 2 tonnes, elle est bardée de capteurs. Quand on regarde en fait, une des innovations qui est faite récemment aussi chez Tesla, c'est que il y a des presses à injecter l'aluminium qui vont permettre de faire ce qu'on appelle tout le bas de la voiture, tout le châssis, qui va pouvoir être fait en monobloc. C'est-à-dire que avant vous aviez besoin de robots de soudure. Il y a à peu près besoin de 300 pièces pour faire le bas de la voiture, qu'on appelle le berceau. Et en fait, Tesla innove en permanence pour disrupter les processus de fabrication. Et donc, Tesla va faire à terme un châssis, un berceau qui sera monobloc, qui permet d'éviter 300 points de soudure. Donc, c'est vertueux pour la fabrication parce que ça permet beaucoup moins d'étapes, de moins consommer de robots, de moins consommer tout un tas de choses. En revanche, pour l'aspect circularité, c'est plutôt négatif parce que du coup, si vous voulez remplacer des pièces, si vous avez un accident, en fait, il faut remplacer tout le berceau, qui est une pièce beaucoup plus complexe et beaucoup plus chère que de remplacer des éléments de la voiture. Dernier élément, c'est bien sûr la voiture électrique. Donc là, il y a des gens plus experts que moi dans la salle, mais bien sûr, ce que je comprends de mon point de vue de la différence entre la voiture thermique et électrique, c'est que la voiture thermique consomme plutôt sur l'usage, la partie usage de la voiture. C'est là que se fait en fait tout le CO2, alors que la voiture électrique, c'est sur l'amont. Donc notamment les terres rares, le lithium, le cobalt, et puis même la fabrication des batteries qui consomment beaucoup d'eau. Donc voilà, donc c'est encore assez polluant, et les experts sont pas forcément tous d'accord, mais de ce que j'en ai compris, il faut 50 à 100 000 km d'utilisation pour avoir un bilan de la voiture électrique qui est aussi intéressant que la voiture thermique en termes d'impact CO2. Ça dépend bien sûr du mix énergétique du pays dans lequel vous êtes, de plein de trucs. Je rentrerai pas là-dedans, mais du coup, forcément, la voiture électrique a elle-même ses limites aussi. Ce qu'on peut pas enlever à Elon Musk, c'est qu'il a réussi à convertir, en tout cas en anticipant sur le marché et en étant un des premiers, pas le premier, parce qu'il y en a aussi beaucoup en Chine. On n'en parle pas beaucoup de la Chine, mais c'est finalement plutôt la Chine qui est en avance sur la voiture électrique. Mais en tout cas, il a évangélisé le marché de la voiture électrique. Et en fait, par Tesla, il a en fait un peu forcé. Il y a eu d'autres éléments comme le Dieselgate, etc. Mais en tout cas, il a forcé plutôt le marché à évoluer et à aller vers la voiture électrique. Voilà. Donc, autre élément dans les côtés peut-être un peu négatifs chez SpaceX, en fait. Donc, quand on parle de récupération, donc on est sur de l'industrie circulaire, on va récupérer les lanceurs. Après, il y a toujours la question en fait de pourquoi on fait ça. Donc, à la fois, tout à l'heure, on disait la meilleure mobilité, c'est plutôt les kilomètres qu'on fait pas. Donc cette question-là, elle se pose pas forcément
dans la vision Elon Musk. Et puis pareil sur les lanceurs. En fait, pourquoi on utilise des lanceurs? Pourquoi on fait de plus en plus de lancements? Puisque dans quelques années, on va plutôt multiplier par 10 le nombre de lancements qu'on va faire, notamment les mini-constellations, qui sont des satellites, donc vous connaissez peut-être, qui servent donc à amener de l'internet un peu partout sur la Terre. Sauf que ces mini-constellations, potentiellement, elles polluent l'espace. Et puis, c'est forcément très énergivore parce qu'on va faire beaucoup de lancements, on va consommer tout un tas de choses pour faire ces mini-constellations. Donc, il y a du plus dans comme dans tout, dans ces business-là, qui sont, je veux donner accès à Internet à tout un tas de gens qui l'ont pas. Par contre, il y a aussi évidemment le côté, est-ce que ça reste vertueux ou pas pour la planète? Et pour moi, un peu cette dichotomie, j'y reviendrai tout à l'heure, elle est pas simple à résoudre. Ce côté, est-ce que c'est bien ou pas bien? Enfin, en tout cas, le côté éthique, je terminerai par ça tout à l'heure, mais ça m'a pas mal interrogé dans la journée parce qu'on parle beaucoup d'éthique. En fait, l'éthique, c'est très individuel et très propre aux valeurs de chacun. Et donc, on y reviendra. Mais cette notion-là, elle est importante à mon avis pour comprendre ce qui se passe chez Tesla, mais aussi plus généralement dans l'industrie. Alors ensuite, si je reprends un petit peu ce qui s'est dit aujourd'hui, je me suis juste fait une liste un peu à la volée de ce qui m'a marqué dans ce qu'on dit les uns et les autres. Donc c'est pas structuré, je suis désolé, mais c'est juste des citations marquantes qu'il y a eu aujourd'hui. Donc on a parlé d'effet rebond, qui au début des discussions, là c'était Laurent, je crois. Propriété foncière des avions et des voitures. Laurent aussi. Ne pas additionner mais soustraire. Donc c'était l'exemple de l'ami en fait qui rajoute en fait de la mobilité et qui en enlève pas. Vrai coût du transport incluant impact planète, ça c'était Laurent aussi. La réindustrialisation, c'est là que le bas blesse. Donc ça c'était le cas justement de Karine sur je sais pas quel produit qui n'était pas fabricable en France. 9% des ressources qui sont utilisées dans le monde sont faites de façon circulaire. Donc ça c'était Justine. On n'a plus de soudeurs en France, c'est Karine. Travailler dans une usine, c'est pas un calvaire, c'est Karine aussi. Il faut faire évoluer la réglementation des entreprises et le consommateur tout en même temps, Justine. Les fonds ont un rôle à jouer, donc ça c'était une personne qui était dans la salle qui l'a dit. Philosopher au marteau, donc ça c'était Arnaud, j'ai bien aimé. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai trouvé ça sympa. Les entrepreneurs sociaux sont ceux qui traitent le dernier kilomètre de l'innovation, ça j'ai trouvé ça puissant aussi, c'était Elsa. Cumulus, transformer l'air en eau, hyper inspirant, je sais pas si elle est encore là, Livia, mais je trouve ça hyper inspirant. C'est pas blanc ou noir, donc ça j'y reviendrai tout à l'heure parce que je trouve que c'est un peu fondamental dans tous ces sujets-là. Je trouve que c'est facile de prendre un parti en fait a priori. Et en fait, quand on creuse, on se rend souvent compte qu'en rentrant dans la technique, c'est rarement blanc ou noir. C'est le cas de la voiture électrique, mais c'est le cas de plein d'autres choses. La société monte en compétence sur la compréhension de la chaîne de valeur. Ça, c'était Elsa aussi. L'innovation, c'est résoudre un problème. Livia. Il n'y a pas un type d'entrepreneuriat. C'était Elsa. 14 000 bureaux sont jetés chaque jour. Ça m'a vraiment frappé. Thomas. Une usine, c'est forcément frugal. C'était Arnaud. Ce qu'on a fait chez Louis, on l'a fait avec peu de moyens. C'est en mode lean. C'était Thomas. T'as pas le choix, tu ne peux faire que du lean, Éléonore. Les courses en 10 minutes, ça n'a aucun sens, c'était Thomas. Ça, je suis assez d'accord. En fait, le nombre de startups qui se sont lancées pour amener des croquettes pour chat en 10 minutes à la maison. Innovation plutôt qu'expertise. Donc ça, c'était David. Effort de tous, chacun dans son coin, ou alors mécanique connue. Ça, c'était Thomas. Redonner le sentiment de pouvoir agir, William. Il faut qu'on change notre rapport à l'énergie, Thomas. Faisons attention à tous ceux qui seront impactés. Thomas, la réussite ne se construit pas seule, mais avec le client. David. Après, à partir de tout ça, moi, il y a 5 réflexions que ça m'a inspiré. Il y en a plein d'autres, mais j'ai juste essayé de me limiter à 5. Puis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que 5, c'était bien. Donc, je suis resté sur 5. Je sais plus qui c'était, David, je crois. Alors, première réflexion, c'est low-tech ou high-tech. En fait, donc comme je disais, j'accompagne à la fois des start-upers et puis des clients industriels. Et cette réflexion, c'est vrai qu'elle revient souvent en ce moment. C'est une bonne réflexion. Et d'ailleurs, dans les deux cas, elle est intéressante. Et en fait, je trouve que à la fois ce qui se passe chez Tesla, c'est assez instructif là-dessus. C'est-à-dire que les fusées Falcon et tout, en fait, il y a toute une partie qui est faite en low-tech. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas besoin d'être développé en deep-tech, Elon Musk, il s'en s'encombre pas. Il va prendre des technologies anciennes. Il va plutôt réutiliser des technologies anciennes parce que ça apporte pas forcément de valeur et donc il va plutôt simplifier. Et high-tech, ça va être sur ce qui est important. Mais si on étend ça même à plein d'autres choses, quand on design une nouvelle usine, moi je fais ça souvent avec des industriels, il y a cette question-là aussi qui se pose. C'est quoi votre cœur de métier? Et là, vous voulez apporter de la valeur, le niveau de qualité, le taux de rendement synthétique, etc. Et c'est quoi tous les trucs où, en fait, on peut faire hyper simple en low-tech avec juste, on travaille sur l'inertie, la gravité, on revient sur du lean hyper basique parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des choses hyper complexes. Et du coup, c'est plutôt une segmentation que quelque chose de vraiment simple qui est on fait tout low-tech ou on fait tout high-tech. L'autre question, low-tech, high-tech, que ça m'inspire, c'est en fait, est-ce qu'il faut pas parfois savoir, et je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça, en fait, mettre un peu de moyens et donc investir un peu de tech pour gagner beaucoup plus derrière. Je m'explique. Aujourd'hui, on accompagne un constructeur auto, par exemple, chez OPO,
qui jettent littéralement 30% des moteurs qu'ils fabriquent, qui sont des moteurs électriques, qui va les mettre au rebut parce que le process est pas stable, etc. Donc on est en train de faire tout un tas de choses. On ajoute des capteurs, on met de la computer vision, on met de l'intelligence artificielle pour être capable de détecter des défauts qu'on voyait pas avant. Donc ça, forcément, c'est pas très frugal parce que ça veut dire qu'on va consommer tout un tas de choses pour faire ça. En revanche, ça va permettre d'économiser énormément puisque derrière 30% de moteurs qui sont jetés, c'est juste énorme. Même si on revalorise, comme je disais tout à l'heure, même si on recycle, etc., c'est juste énorme. Donc investir de la technologie pour finalement, il y a une sorte de ROI finalement de retour sur investissement de qu'est-ce que j'investis pour la planète versus qu'est-ce que j'y retrouve derrière. Et donc c'est pas noir ou blanc. Deuxième sujet, c'est circulaire ou exponentiel. Parce que dans le monde de la startup, on entend beaucoup exponentiel, on veut se développer super vite. Tout à l'heure, on parlait des SaaS, du soft, où on peut aller très vite chercher des milliers, voire des milliards d'utilisateurs quand on regarde ce qui se passe avec des TikTok, etc. Et donc, est-ce qu'il faut être circulaire ou exponentiel? Et en fait, donc par exemple, hier, j'étais chez un client là qu'on accompagne, il fait du revêtement thermique. Enfin, il fait des revêtements, il fait du téflon, etc. Et il est en train de réfléchir pour voir s'il peut collecter des poils ou des choses comme ça pour en fait ouvrir des nouvelles opportunités de business qui seraient circulaires. En fait, on pourrait faire du coup de la seconde main de poils qui serait réutilisée. En fait, quand on regarde ça, s'il arrive à le faire, moi j'ai envie de dire que j'ai envie qu'il aille très vite. Et si une fois qu'il a trouvé son modèle, pourquoi pas le faire en mode exponentiel si derrière le modèle est vertueux. Donc même chose, j'ai pas envie d'opposer les deux parce qu'en fait un modèle qui est vertueux, j'ai plutôt envie qu'il se développe très vite que lentement. La troisième question qui est hyper importante, c'est la différence entre les scopes 1 et les scopes 2 et 3. En fait, souvent, les clients industriels se concentrent beaucoup sur l'usine, ce qui est bien parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on sait bien faire dans l'industrie, c'est réduire les consommations, mesurer, on a des KPI, on a plein de choses, on a l'habitude de faire ça. Et donc, on est plutôt fort pour travailler sur un sujet et réduire largement améliorer les rendements, réduire les gaspillages. Sauf qu'en fait, quand on regarde les chaînes de valeur, souvent, l'usine, c'est 1% des problèmes. Et le problème, il vient soit de l'amont, soit de l'aval. Et donc, en fait, il faut plutôt travailler. On disait tout à l'heure, quelqu'un disait, il faut travailler avec son client, il faut travailler avec son client et avec ses fournisseurs, en fait. Et que comme ça qu'on arrive à gagner. Et dans l'industrie, c'est vraiment hyper fondamental. Et en fait, c'est en accompagnant la chaîne de valeur de bout en bout qu'on va vraiment faire des économies et des choses qui soient significatives pour la chaîne de valeur et pas forcément, même si travailler sur l'usine, c'est important. Pour moi, travailler sur l'usine, c'est un peu comme quand on dit chez nous, faut éteindre la lampe. Ouais, ok, faut éteindre la lampe. Mais sauf que si derrière, on continue à acheter des produits qui ont été fabriqués en Chine, ça sert à rien d'éteindre la lampe. On peut le faire, mais c'est pas suffisant, quoi. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est bien de réduire la consommation d'eau d'une usine. Sauf que si on importe 80% de la valeur qui vient de Chine et qui a été fabriquée, elle, dans des conditions qui sont pas, soit pas éthiques, soit pas responsables, on n'a pas forcément gagné. Quatrième sujet, pardon, c'est les freins. Est-ce qu'on a des freins techniques ou humains à l'économie circulaire? En fait, on parle beaucoup des freins humains et c'est vrai. Nous, on le voit quand on est dans les groupes, etc. Il y a beaucoup de sujets. On parlait tout à l'heure d'ego ou de pouvoir de bataille politique ou même de sujets qui sont pas pris au bon niveau. Donc, c'est sûr que les sujets humains sont importants et les sujets organisationnels, ça c'est évident. Il y a un sujet de cannibalisation aussi, parce que quand vous voulez faire du product as a service, par exemple, vous avez souvent les commerciaux qui se disent ouais, super, tu veux faire de la maintenance prédictive sur mes machines. Sauf que moi, je vis de la vente de pièces de rechange. Donc, si jamais tu évites à mon client de casser ces pièces, moi, je vends moins de pièces. Donc, en fait, il y a des sujets internes de conflit, de cannibalisation, mais il y a quand même des vrais sujets techniques. Deux gros sujets techniques exemples, issus par exemple de la discussion d'hier avec l'industriel que j'accompagne. Là. Premier sujet, la collecte. En fait, la collecte aujourd'hui, c'est encore un sujet quand même assez compliqué. Donc, par exemple, là, on se posait la question de comment on collecte des poils à frire. C'est quand même pas un sujet qui paraît très compliqué, sauf qu'aujourd'hui, il y a des canaux, il y a des choses qui existent, etc. Mais c'est pas si simple que ça à organiser, à massifier pour que ce soit à la fois rentable. Et puis l'idée, c'est de pas repolluer autant en collectant les poils que ce qu'on veut gagner en recyclant ou en faisant de la seconde main. Donc, comment est-ce qu'on organise ça avec des flux qui soient malins, logistiques? Comment est-ce qu'on organise des filières pour que ça marche? Donc, il y a des gens comme Envie qui le font dans l'électroménager, etc. Je dis pas qu'il y a rien, mais il y a plein de sujets où il y a encore rien, quoi, dans l'industrie. Donc, tout est à faire, en fait. Un autre sujet de technique, c'est la traçabilité. En fait, par exemple, je reprends l'exemple des poils, là, parce que je l'aime bien. Vous avez deux façons de faire. Soit vous dites, on récupère votre poil, et puis on vous fait un bon pour achat, vous rachetez une poêle neuve avec ce bon, et puis la poêle, on la retraite et on la vend à quelqu'un d'autre. Soit on vous dit, on récupère votre poêle, et c'est cette poêle qu'on va traiter, et on vous la redonne à vous, votre poêle, parce que vous tenez à votre poêle, en fait. C'est une poêle de votre grand-mère, j'en sais rien. Et en fait, si vous voulez faire ça, il faut que tout soit tracé. Parce qu'en fait, il faut que la poêle, elle soit tracée, il faut qu'on la retrouve dans tout le process, et il faut qu'on retrouve qu'elle est à telle personne et tout. Et c'est pareil d'une manière générale, en fait. Si on imagine à terme l'industrie circulaire où les usines se sourcent pas seulement en matière première, mais se sourcent aussi en composants, en semi-finis qui ont été réemployés, remanufacturés, etc. Il va falloir tout tracer pour être capable en fait d'aller chercher des sources alternatives à ce qui vient des mines ou des matières premières, mais de le faire de manière organisée et structurée. Dernier sujet, c'est ingénieur ou j'appelais ça ingénieur ou customer. En fait,
beaucoup de nos clients essayent de pivoter vers des modèles d'affaires qui soient un peu différents, qui utilisent, enfin, qui permettent justement de mieux utiliser les actifs en faisant justement du product as a service, en ayant des modèles circulaires, etc. La difficulté, c'est que souvent, quand je suis un industriel, je vais plutôt partir de ce que je sais faire et je vais essayer de le vendre différemment. Donc, si par exemple, je suis un expert de l'hydraulique, là, je vais me dire, je suis super fort dans l'hydraulique, donc je pars de ça et puis j'essaye de vendre mon hydraulique différemment. Alors que dans le monde de la startup, c'est plutôt à l'envers que ça se passe. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre les besoins du marché, les pain points, comme c'était dit tout à l'heure. Et c'est à partir de ça que je casse les silos de l'entreprise et je fais une boucle hyper agile entre ce que je vois sur le terrain, ce que j'ai compris en mode design thinking et les capacités que j'ai en interne, ce qui me manque potentiellement et ce que je suis capable d'offrir à mon client. Et ça, c'est un pivot qui est en général pas facile à faire dans l'industrie parce que c'est pas naturel. On est plutôt en flux poussé. C'est-à-dire, je sais faire quelque chose, donc je vais vendre des produits différents à partir de ce que je sais faire. Et par contre, prendre le truc en sens inverse, c'est la société a un problème, et à partir de ce problème, je vais penser à un produit ou un service différent. C'est pas si naturel que ça. Voilà. Et puis je voulais finir juste sur une réflexion sur l'éthique, parce qu'en fait, du coup, la question c'est, pardon, j'ai loupé une page. Elle n'était pas très intéressante. La question c'était, est-ce que la question c'était, est-ce que si Elon Musk nous voulait du bien? Et en fait, derrière cette question, il y a un sujet, je trouve, qui est hyper latent. Et c'est en fait, quel est le rôle de l'entreprise? Est-ce qu'on attend de l'entreprise qu'elle ait un rôle finalement politique ou pas? Et je vous avoue que je n'ai pas du tout de réponse tranchée. Et je n'arrête pas de changer d'avis sur le sujet, donc me demandez pas de trancher. Mais en tout cas, je trouve que c'est un vrai sujet de société parce qu'on voit que la parole des politiques est de plus en plus démonétisée. Il y a nous, en tant que consommateurs, on peut bien sûr agir sur ce qui se passe, mais l'entreprise est aussi forcément un espace important d'action. En même temps, je vois aussi les limites à ça, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, l'éthique est différente en fait d'une personne à une autre. Donc moi, par exemple, pourquoi je me lève le matin, c'est parce que j'ai envie qu'il y ait à nouveau des usines dans les territoires, parce que je viens d'un petit village complètement paumé dans l'est de la France où j'ai vu ce qui s'est passé dans les années 80, où les commerces ont disparu, il n'y a plus de médecins, il y a plein de problèmes liés à la disparition de l'industrie dans les territoires. Évidemment, la planète, etc., c'est aussi super important pour moi. Mais en fait, j'ai forcément un ordre des choses qui est important pour moi personnellement, dû à mon vécu, etc. Et on est tous comme ça. On a tous en fait des choses qui nous font vibrer. Et du coup, alors déjà, premièrement, dans un espace qui est l'entreprise, comment est-ce qu'on trouve un socle commun qui fait qu'on se retrouve autour de ce projet et on est content le matin de se lever parce qu'on a ce socle commun. Mais plus généralement, est-ce que l'entreprise a un mandat pour, euh, pour transgresser même le politique? Enfin, aux États-Unis, on voit des entreprises qui refusent d'appliquer des lois au nom de leur propre éthique et de leur mission. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on accepte, même si potentiellement on est d'accord avec ce que l'entreprise, enfin, on n'est pas d'accord avec la loi? Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de faire ça ou pas? J'en sais rien. Si on prend Elon Musk, il est très transgressif, par exemple, il fait des choses qui sont pas forcément dans le cadre de la loi. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est une vraie question qui se pose à nous et qui va se poser de plus en plus, je pense, parce que voilà, du coup, l'éthique est propre à chacun. Et j'avais entendu une personne dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui disait qu'en fait, peut-être la limite, c'est de se dire que l'entreprise a un rôle à jouer du moment que ça a un lien avec la mission qu'elle s'est donnée. C'est-à-dire que si dans ma mission, c'est la transition énergétique, ben, tout ce qui va toucher l'énergie, c'est normal que je prenne position dessus et que je prenne une position dans la cité là-dessus. En revanche, tout ce qui va être en dehors de ça ou trop éloigné, ben, je vais pas forcément me positionner en tant qu'entreprise sur ces sujets sociétaux. Je sais pas si c'est ça le cut qu'il faut faire, mais en tout cas, euh, c'est un vrai compromis entre la parole du politique et le rôle de l'entreprise et que je trouve intéressant parce que c'est un peu la question qu'on pose, c'est est-ce que Elon Musk nous veut du bien? En fait, si on pense que les entreprises n'ont pas de rôle dans la cité, on s'en fout qu'Elon Musk nous veuille du bien ou pas parce que c'est pas son job. Lui, son job, c'est de créer une entreprise et de faire des profits. Donc ça veut dire qu'on considère que l'entreprise est politique. Donc où s'arrête ce rôle de l'entreprise? Donc, je ne sais pas, je veux bien vos réactions. Je finis un peu par une réflexion un peu planante, mais ceci dit, c'est, je pense, enfin, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je pense que c'est important pour l'avenir et puis pour tous les enjeux qu'on a affrontés. Et puis, j'ai envie aussi qu'on laisse à la fois une planète, mais aussi un pays, l'Europe, un environnement en fait où nos enfants, nos petits-enfants s'épanouissent, ont envie d'aller travailler dans les usines, que ce soit plus, comme disait quelqu'un, un espace où on n'a pas envie d'aller travailler, parce qu'il y a tout un tas de choses à faire en usine et l'usine est un des endroits où on a encore le plus de choses à faire pour tous les défis qui sont devant nous. Et c'est un endroit en plus qui est un laboratoire social incroyable parce que c'est peut-être un des seuls endroits encore dans le monde du travail où vous rencontrez des gens qui viennent de plein d'environnements différents, de plein de milieux sociaux différents, dans lequel vous pouvez vous épanouir complètement et en plus où vous pouvez, en termes de compétences, aller développer tout un tas de compétences qui sont hyper variées parce que comme on disait tout à l'heure, il y a à la fois la partie logicielle qui arrive de plus en plus avec la data, mais il y a aussi plein de défis physiques, donc plein de métiers du physique qui sont aujourd'hui manquants malheureusement en France, comme les soudeurs, les tourneurs fraiseurs, etc., et qu'il faut redévelopper et qui sont des métiers hyper nobles, de plus en plus nobles. Merci Mickaël.